Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez donc Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères. Messieurs, c'est à vous. Bienvenue Laurent Fabius, bonjour. Merci beaucoup. Dans vos voyages à travers le monde, vous rencontrez beaucoup d'investisseurs étrangers. Pourquoi 77% d'entre eux, comme disait tout à l'heure Axel de Tarlé, se détournent-ils de la France ? C'est un mauvais résultat, il faut être carré. Et évidemment, par définition, je passe mon temps à l'étranger, c'est quelque chose que je constatais et qui est aujourd'hui avéré. Pourquoi ? Je pense qu'il y a 3 grandes raisons. La première raison, c'est le manque de compétitivité de nos entreprises. La deuxième raison, c'est un manque d'attractivité en France. Et la troisième raison, c'est qu'on n'a pas fait assez d'économies. Et ça donne exactement le cap de ce qu'il faut faire. Il faut augmenter la compétitivité des entreprises, donc ça pose des problèmes des impôts, etc. Il faut bien sûr, il faut une meilleure attractivité, des questions de complexité, et puis il faut faire des économies. Et ça rejoint le pacte de responsabilité qui a été proposé. Donc c'est absolument clair et net. Vous dites qu'il faut réduire les dépenses publiques sans compenser par des hausses d'impôts. Et bien sûr, parce que sinon, on n'obtient rien du tout. Donc c'est un exercice difficile à faire. Oui, difficile, nécessaire. François Hollande s'est exprimé de manière extrêmement claire l'autre jour dans sa conférence de presse. Maintenant, il faut faire. Avec le pacte de responsabilité, ça va un peu mieux, dites-vous. Mais les gens que vous avez vus attendent des actes pour éviter l'échec de ce pacte qui est déterminant pour le pays, pour le quinquennat de François Hollande. Comment répondre à l'urgence ? Écoutez, hier, j'ai rencontré M. Gattas qui était venu me voir pour parler justement de diplomatie économique. Et je pense que maintenant, les choses sont assez carrées. D'un côté, le gouvernement, l'État s'engage à un allègement de charges. De l'autre, les entreprises vont faire un effort particulier sur l'emploi. Il y a comme ça qu'on peut s'en sortir. L'emploi nécessite la croissance. La croissance, il faut la chercher partout où elle est. Elle est en particulier à l'étranger. Oui, le prochain gouvernement, est-ce qu'il devra être, Laurent Fabius, plus réduit, plus professionnel, plus social-démocrate pour appliquer ses idées? Pour le moment, on est dans ce gouvernement-ci. Pour le moment Non, mais... c'est un moment qui va durer. Non, écoutez, la décision relève du président de la République. Je crois que les orientations fixées sont absolument claires. Le président s'est engagé, le Premier ministre s'est engagé, le gouvernement aussi. Maintenant, il faut y aller. Et c'est ce qui est... aller vite. Oui, il faut aller vite. Dimanche est prévu à Paris, Thomas en parlait avec les équipes d'Europe 1, une nouvelle manifestation bric-à-brac et dangereuse, jour de haine et de colère contre M. Hollande et Hérault. Comment réagir, si c'est encore possible? Non, je pense que c'est complètement à côté de la plaque. Le pays a besoin de se mobiliser, de se rassembler, et non pas de division exploitée, d'après ce que j'ai compris, par un certain nombre d'extrémistes. Donc, c'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire. Oui, mais il y a un danger. Il faut toujours faire attention, parce que quand vous avez des gens excessifs, extrémistes, il peut y avoir des dérapages, et ils cherchent probablement ces dérapages, mais il ne faut pas du tout entrer là-dedans. Vous savez, les gens voient bien les difficultés européennes, les difficultés du pays, il faut retrousser les manches et y aller, et pas s'égarer dans des combats ridicules de troisième ordre. Laurent Fabius, l'Ukraine est au bord de la guerre civile, c'est un des chefs de l'opposition qui le dit. Les pro-européens marquent des points, l'Union européenne, est-ce qu'elle doit les encourager, les pro-européens, alors que Vladimir Poutine dénonce l'ingérence étrangère, y compris l'ingérence russe? Quand il le dit, est-ce que vous le croyez? Moi, je suis en contact avec à la fois les responsables du gouvernement, le ministre des Affaires étrangères ukrainien, et à la fois avec les responsables de l'opposition. Il faut essayer de faire tout ce qu'on peut. La France y contribue, l'Allemagne aussi, d'autres, pour rétablir un dialogue. On ne va pas aller vers la guerre civile. Ça veut dire que c'est pas soit l'Europe, soit la Russie. La géographie est ce qu'elle est. La Russie est à côté de l'Ukraine, l'Europe est également à côté de l'Ukraine, enfin l'Union européenne. Donc il faut trouver des moyens d'en sortir. Alors c'est ce qui est en train d'être discuté. Il y a déjà eu une bonne chose, c'est que les lois dites scélérates ont été rapportées, mais l'amnistie n'est pas complète, mais on ne sait pas exactement si et quand vont avoir lieu des élections. Il faut dialoguer. Il n'y a pas d'autre solution. Est-ce que vous recommandez-vous ne pas s'en mêler? Il y a trop de risques à s'en mêler. Non, s'en mêler, c'est un mot un peu général. Ça nous concerne parce que y a des hommes et des femmes qui sont en train d'être tués. Il y a un régime qui est en grande difficulté. Il y a des exactions de toutes sortes. Donc on ne peut pas dire ça ne nous regarde pas. Mais il faut le faire sans qu'on pousse à ou bien la Russie ou bien l'Europe. Il faut trouver les chemins du dialogue. Pourquoi Vladimir Poutine devient-il ce que l'Express appelle aujourd'hui une superstar? Pourquoi il s'affirme aujourd'hui dans le monde de cette manière?
Vladimir Poutine a une politique étrangère bien précise. En même temps, je pense que c'est la faiblesse d'un certain nombre d'autres puissances. Vous voulez dire les États-Unis? Non, d'une manière générale. L'Europe? D'une manière générale. Et puis, en même temps, il a une habileté qui le conduit, par exemple, alors que, vous le rappelez, pendant longtemps, il a dit qu'il n'y avait pas d'armes chimiques en Syrie. Non seulement un jour à les reconnaître, mais en plus à aider à leur démantèlement. Il faudrait d'ailleurs aller plus vite. Donc voilà, mais la Russie est un ami traditionnel de la France. Ça veut pas dire que nous partageons toutes ces positions, bien au-delà, mais il faut compter avec la Russie. Voilà. Et il faut accorder plus de visas malgré Schengen, ou en assouplissant Schengen aux oui, étudiants, ça, c'est une position, aux hommes d'affaires, aux touristes russes. Bien sûr, moi c'est une position que j'ai prise, qui n'est pas partagée jusqu'ici par tous les Européens, mais je vais continuer. Je pense que si on veut aider justement la société russe à évoluer, et si on veut développer le mouvement d'échange, il faut supprimer les visas de la part des Russes vers la France, et réciproquement. À Genève, les deux délégations syriennes, Bachar el-Assad et les opposants se parlent. Est-ce qu'elles vont finir par s'accorder sur un cesser-le-feu? Difficile. Au moins pour que l'action humanitaire sauve les Syriens de la famine, voilà. de la maladie et de la mort. C'est la priorité. C'est la priorité parce que il faut pas oublier que tous les jours il y a des dizaines et des dizaines de morts en Syrie. Même si on en parle beaucoup moins parce que les journalistes sont menacés, parce que mais c'est une situation abominable. Moi j'ai participé à la conférence de Genève et c'était absolument manifeste. D'un côté vous avez les hommes de Bachar et leur objectif c'est protéger son clan, et de l'autre vous avez l'opposition modérée qui veut protéger le peuple syrien. Alors qu'est-ce qu'on fait? L'autre il reste en place. On a poussé pour qu'il y ait une discussion, elle a lieu mais elle ne donne pas grand-chose jusqu'ici. Il faut accélérer notamment sur le plan humanitaire, et si les Russes, les Iraniens, les Syriens, etc. ne bougent pas, il faut réenvisager d'aller devant l'ONU pour dire l'humanitaire d'abord. Il est inadmissible que des dizaines et des dizaines de gens tous les jours qui n'ont absolument rien fait soient tués. Autrement dit, ça va être long, mais la solution elle reste politique pour vous. Il n'y a pas d'autre solution que politique. Avec l'Iran, les négociations reprennent mi-février à New York sur l'accord de 6 mois sur le nucléaire militaire. Est-ce que vous croyez que les Iraniens vont vraiment renoncer à construire la bombe? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. La première partie de l'accord que nous avons négocié est bonne et on est en train de l'appliquer. Mais elle ne dure que 6 mois. La deuxième partie, ça va être le moment de vérité. Est-ce que les Iraniens sont prêts à accepter la perspective d'aller vers le nucléaire militaire, ou bien est-ce qu'ils disent simplement on reste au niveau du seuil? La France est ferme, tout à fait ferme, mais bien sûr, nous voulons une solution qui serait positive pour la sécurité. Est-ce que vous avez confiance en Rouhani, Hassan Rouhani? J'ai adopté une attitude depuis que je suis aux affaires étrangères. La question n'est pas de savoir si vous avez confiance ou pas dans les gens qui sont encore en face de vous. La question est de faire en sorte qu'ils ne puissent pas vous tromper. Voilà. Et pour ça, il faut prendre des garanties. Vous faites plus attention que Barack Obama, que vous allez rencontrer avec le président, et je suppose dans quelque temps, et que vous préparez ces entretiens. François Hollande sera reçu en visite d'État, effectivement, dans une dizaine de jours, et je l'accompagnerai. Vous avez félicité, Laurent Fabius, le nouveau gouvernement de Tunis et sa marche vers la démocratie. Oui, ça, c'est un point très positif. bonne nouvelle. Il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles en ce moment, notamment dans le monde arabe, mais le fait que les Tunisiens aient adopté à la quasi-unanimité une constitution ouverte qui garantit l'égalité entre les hommes et les femmes, la liberté de conscience, le fait qu'il y ait maintenant un nouveau Premier ministre que j'ai félicité, le fait qu'on aille vers des élections, ça c'est une très très bonne nouvelle. En revanche, vous êtes inquiet sur l'Irak et surtout la Libye. Simplement, dites-nous ce que vous pensez de ce qu'on entend, que l'ONU aurait autorisé les Occidentaux à des opérations militaires prochaine en Libye. C'est vrai, c'est faux. Exact. En revanche, la situation en Libye est très difficile parce qu'il y a beaucoup d'armes, parce qu'il y a beaucoup de tribus, parce que l'État a du mal à imposer son autorité. Et donc, il faut être extrêmement vigilant. Oui, je suis inquiet. De même que les Algériens, de même que les Tunisiens, de même que les Américains, de même que les Italiens. Donc, il faut aider le gouvernement libyen à être plus efficace en matière de sécurité. Merci beaucoup Laurent Fabius d'être venu sur Europe 1. Merci Jean-Pierre Elkabbach. J'ai un texto de votre ORL qui dit taisez-vous Elkabbach jusqu'à demain pour être là avec nous. Et... Non, moi je formule mes souhaits de meilleure santé, comme on a dit, au renard de l'Atlas. Renard, c'est Nicolas Canteloup. C'est la seule fragilité du moment et vous savez ce que c'est, Thomas, la voix s'améliore chaque jour. Absolument. C'est aussi mauvais pour des journalistes que pour des hommes politiques de perdre des voix. Comment vous faites vous quand vous perdez des voix? Pardon? Comment vous faites quand vous perdez des voix? Je fais quelque chose que vous ne pouvez pas faire, je me tais. Ah, c'est sûr. Merci Laurent Fabius. Jean-Pierre, on vous retrouve demain avec Olivier Schramek. Bonne récupération d'ici là.